Ah, on changera jamais. Hein. Non, une équipe qui perd, ouais, plutôt. Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, très nombreux publics d'infos chiasse, je suis le chinois, et bienvenue sur The Live, Archive Catch pour le coup, où on va s'intéresser à un individu tout particulièrement qui s'appelle Lionel. Comment qu'il s'appelle déjà, l'individu ? Matt Bourne. Matt Bourne. Vous le connaissez peut-être pas sous ce nom-là, mais il est apparu plus d'une fois en tant que personnage incontournable à la WWE, qui était un certain Doink the Clown. On va en parler tout à l'heure, mais avant ça, on va découvrir un peu qui était Matt Bourne, parce que quoi qu'on en dise de lui, c'était un grand catcheur indépendant, de l'époque du moins, et il a fait rien ni plus ni moins que le premier WrestleMania, je pense, en dark match. Je me rappelle plus. Non, il était dans le show. Possible, je sais pas. Il était contre Steamboat. Il était dans le show. Ouais. J'avais vu WrestleMania, je les avais tous regardés. J'en avais regardé 4, les 4 premiers je les avais regardés et je me rappelle qu'il était dans le show, mais je sais plus en combienième. En tout cas, soyons honnêtes, le premier match qu'on va regarder dans cette compilation d'archives sera pas non plus topissimement top, parce que Matt Bourne, soyons honnêtes, au début de sa carrière à la WWF, c'était plus un jobber qu'autre chose, un faire-valoir, qui était là pour mettre en avant les futurs superstars, comme en l'occurrence Ricky Steamboat, qui était un incontournable de l'époque. Et c'est tout. Et c'est de ça dont on va s'intéresser. Dylan, tu connais Doink the Clown ? Alors on avait regardé des catch crap, mais c'était pas tout à fait le même Doink the Clown. C'est-à-dire qu'en fait, lui, on l'a pas encore vu celui-là, je crois. C'est-à-dire que contre Jerry Lawler, c'était un autre. Et dans l'équipe 4 contre 4, où il y avait 4 clowns et 4... Enfin, tu sais, dans le Survivor Series, il était même pas là. Donc, oui, alors on en parlera tout à l'heure. Bah, on en parlera pendant qu'on regardera les matchs, t'inquiète pas. Alors, pour le contexte, c'est le premier WrestleMania qui est le premier show au pay-per-view de cette très très longue série qui est de aujourd'hui presque 41 épisodes et qui sera, qui est de 41 épisodes le jour où cette vidéo est diffusée. Et le premier WrestleMania est franchement pas top, hein, franchement oubliable, et je suis presque sûr que la WWE veut le faire oublier vu que c'était un show parmi tant d'autres à l'époque. Je suis même pas sûr que c'était sous Vince McMahon Jr. Lionel, t'en sais un peu plus sur moi là-dessus ? Sur le premier WrestleMania ? Ouais. Que effectivement c'était... Oh putain, qu'est-ce qu'il était physique ce mec. Donc du coup, le premier WrestleMania en fait, il a été plus ou moins fait avec l'intention justement de rendre la WWF à l'époque plus mondial en fait, c'est-à-dire que il avait engagé beaucoup de stars de la musique comme Cyndi Lauper et d'autres. Il avait il y avait aussi alors Mr. T, je crois qu'il était là aussi dans le premier. Tu vois, il a vraiment pris le plus de stars possible mainstream pour pouvoir le diffuser plus gros. Et du coup après ça on connaît la suite, hein, c'est-à-dire que ce que c'est devenu. Et là, au niveau des promos qu'ils ont fait, quoi, Dylan ? et Ricky Steamboat. Donc, ce que Matt Bourne il a fait comme oh putain Finkel, comment t'étais jeune. Donc, Matt Bourne, ce qu'il avait dit dans la promo, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument dans les promos, c'est-à-dire il a bien dit que Ricky Steamboat était très bon, mais qu'il était meilleur que lui, c'est sûr de son point de vue, et qu'il allait lui péter la gueule comme il pouvait, tu vois, enfin tout ça. Et Steamboat a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont valorisé leur adversaire pour que le match ait quelque chose de... Enfin, pour qu'il ait un intérêt, parce que c'est là, en fait, c'est un match random, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment, on a pris lui, on les a mis, quoi. Et du coup, la petite promo de départ, c'est la seule vraie préparation du match, au niveau du storyline. Bon, celui qui est en blond, c'est Matt Bourne, le sujet principal de la vidéo, mais je vais faire une petite parenthèse sur Ricky Steamboat qui, comme l'a fait remarquer, était une véritable armoire à glace comme tous les catcheurs de l'époque à la WWF. Mais faut savoir que Ricky Steamboat avait ce quelque chose qui le rendrait d'une apparence eurasiatique et il était, il essayait de beaucoup calquer son look du côté de l'acteur asiatique, un certain Bolo Yeung. Voilà.
C'est tout ce que je vais dire sur Ricky Steamboat. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le retrouver sur des archives catch. Oui, clairement. Bon, maintenant on va commencer par Matt Borne. Bon, alors comme je le dis, ce match va être assez classique et vu que Matt Borne avait le statut de jobber à l'époque, donc très franchement, ça laisse présager rien de bon sur l'issue de ce combat pour ce très cher Matt Borne. Mais en tout cas, on avait les classiques à l'époque de prise de tête multiples, même s'il faisait beaucoup moins attention sur certains détails. Ça avait le mérite de faire assez vrai. Lionel? Oui. Quoi? Bon, quelque chose à dire pour l'instant? Bah pour l'instant en fait, ce qu'on voit c'est que c'est un match très basique pour l'époque. Et par contre, Matt Borne a toujours été connu pour avoir une vente assez spéciale, c'est-à-dire il vend à sa manière et ça s'est vu là par exemple quand il s'est pris le Atomic Drop, ça s'appelle quoi? Ouais, l'Atomic Drop dans le cul, oui. Ouais, tu vois la façon de vendre. Ricky Steamboat en a joué même en se foutant un peu de sa gueule, ce que je trouvais assez intéressant parce que c'était pas quelque chose qu'on voyait souvent à l'époque, ce style de foutage de gueule et ce style de vente. C'était pas un truc qui était très enfin, de nos jours c'est quasiment que ça en fait, de la vente chelou, de la vente bizarre et tout ça. Là c'était vraiment un des précurseurs en fait. Ouais, c'est peut-être. Est-ce que ce serait par rapport à ça que Vince McMahon lui ait enfilé un déguisement de clown plus tard? Qui sait? Je sais pas parce que je connais pas la raison pour laquelle il l'avait choisi lui. Mais faut bien avouer qu'il avait le nez. À ce niveau-là. Bah ça se trouve il est comme Baggy, hein, il éclatait la gueule de tous ceux qui se moquaient de son nez rouge qui est son véritable nez. Alors c'est parce que j'ai regardé beaucoup de choses avant de faire cette vidéo et j'ai pris beaucoup de notes. Et en fait, on a certains dans le vestiaire, ils l'ont comparé plus au clown des Simpsons que celui que t'as dit toi, parce qu'en fait, dans les Simpsons, tu vois, t'as le mec qui est en fun, tu vois, en public, mais dans les vestiaires, il boit, il fume et tout ça, enfin, complètement. Krusty le clown, ouais. Voilà, c'est ça, Krusty, et il y en a un, il l'a comparé littéralement à Krusty en disant il avait l'attitude de Krusty dans les vestiaires et dans le ring, bah t'avais le Krusty justement, celui pour le public, tu vois. C'est ça qui paraissait intéressant au niveau des gens, c'est que la plupart ils étaient en mode putain. T'as un mec t'as totalement autre chose en fait dans le vestiaire et dans le ring, parce que dans le vestiaire c'est le genre de mec il attirait les emmerdes parce qu'il faisait partie de l'époque où si t'es dans le catch il faut savoir en mettre des coups, des vrais, tu vois, je veux dire à l'époque pour avoir sa place fallait vraiment la place avec ses points plus qu'avec autre chose. En plus c'est un deuxième génération, c'est à dire que son père était catcheur. Il est devenu catcheur, donc ça donne une pression en plus au niveau du vestiaire, parce que dans le vestiaire, quand t'es pistonné, on va appeler ça comme ça, tu dois un peu plus t'imposer. Donc lui, il a eu l'attitude totale de je dois m'imposer quel que soit le vestiaire. Ça lui a attiré des problèmes dans certains vestiaires, à la WWF aussi d'ailleurs. Et pour la WWF, c'est surtout la drogue qui s'est fait virer par la suite, mais il avait cette réputation d'être un bully. C'est d'être un intimidateur comme JBL ou comme Bob moins grave quand même, parce que lui, il s'attaquait vraiment à une personne qui jugeait être celui qu'il fallait attaquer. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme l'idée reçue en prison pour te faire respecter, déglingue le plus fort. Bah, c'est un peu son attitude dans les vestiaires. C'est-à-dire que il était en mode, lui, ça a l'air d'être celui qu'il faut mettre au sol pour être pris au sérieux là-bas. Donc c'était un peu son attitude à lui. En tout cas là, on se prépare au finish de l'époque de Ricky Steamboat, le crossbody. Et ça se termine là-dessus, je parie. Voilà. Eh oui. Ouais, parce qu'à l'époque, être voltigeur, c'est juste faire une prise de la troisième corde comme le crossbody. C'est ça. Et être rapide. Mais ma foi, ce match était simple, clair, efficace. C'est ça. Et comme dit, c'est l'époque, la WWF, à l'époque, ils n'étaient pas aussi flamboyants et tout le bordel. C'était vraiment le catch à l'ancienne. Même pour. Alors, si je peux me permettre, Lionel, on a déjà vu pas mal de matchs de la même époque et même pour l'époque, la WWF, c'était assez simpliste, si j'ose dire. Ouais. Ouais, mais c'est un truc télé. Enfin, tu sais, c'est un truc télé. C'est ça aussi le truc, c'est que malheureusement, tu vois, si ça avait été les matchs qu'on avait vus avant, qui avaient eu cette, comment on dit ça, cette plateforme médiatique.
T'imagines le catch qu'on aurait aujourd'hui? Si c'est ce qu'on avait regardé, tu sais, les Dynamite Kid avec, tu sais, les... Merde, Rocco, là, Marc Rocco et tout ça. Si Ouais, ça avait Marc été Rocco ça, et Marty Jones, ouais. t'imagines si c'est ça qui avait été mainstream à l'époque? On aurait un style de catch de ouf aujourd'hui. Bon, en tout cas, très belle petite découverte, hein, Yes. ce qui est... Alors, pour information, pourquoi est-ce qu'on fait ce nouveau format, voilà, d'archive catch? Ben, tout simplement parce que Matt Bourne fait partie de ces excellents catcheurs extrêmement innovants qui malheureusement n'a jamais eu l'occasion de faire des matchs dignes des archives qu'on a examinées jusqu'à présent, et j'ai trouvé ça bon de compiler un peu tout son parcours et tout son talent dont il l'a fait témoigner les publics de l'époque. Yes. Bon, alors, match suivant, bon, dans ma liste, et ben là, j'ai pour moi là le match parfait qui illustre parfaitement le début du personnage de Doink the Clown, incarné par Matt Bourne. Avant le match, Dylan mettra au montage une image fixe de Doink the Clown Hill, j'espère. Faudra lui en donner une, je pense, parce que... Comment dire, c'est à l'époque, en 93, si je ne m'abuse, c'est bien ça? De quoi? C'est à l'époque, en 93, si je ne m'abuse, que Matt Bourne, refait son retour à la WWF longtemps après WrestleMania, un premier du nom, où il incarne, on va dire, le fameux Doink the Clown, qui est un clown, qui est une sorte de clown heel. Il est inspiré très largement du film d'horreur dont je n'ai plus le nom là. C'était 92 et c'était Hit. Ouais, et inspiré en français. mais il est aussi très inspiré d'un homme qui a il est aussi très inspiré d'un homme qui a existé, le tristement célèbre John Gacy. Alors c'était même pire que ça, ça s'appelle John Wayne Gacy. Ouais, John Wayne Gacy. Et c'était Pogo le clown. Ouais, alias Pogo le clown, qui régulièrement invitait ses voisins à faire la fête et tout ça, à manger un barbecue et à boire des bières et tout, qui était très sympathique et tout ça. Au demeurant, en tout cas. Par contre, il était connu pour autre chose, ce très cher Pogo le clown. C'est pour aller dans des barguets la nuit, attirer en général un petit jeune jusqu'à chez lui pour l'assassiner. Yes. Et l'enfermer sous son plancher. Yep. Voilà. Et ensuite, il y a eu beaucoup de légendes qui ont perpétué sur ce fameux Pogo le clown, et chose que ce certain Matt Bourne n'a eu aucun scrupule à s'en inspirer, et à bon escient, ma foi. Pas vrai, Lionel? Yes. Ouais. Bon, alors, on va lancer le match. Et là maintenant, je vous envoie le match où il affronte Kamala. You can come with me if you want. It's with Bristol Virgins. I'm excited. I bet you are excited. Désolé, mais moi, c'est les ordures que je recycle. And we're all excited for the next matchup. It's one-on-one. The Ugandan Giant, the mighty Kamala. Comme on dit, le Nord-Pas-de-Calais, c'est la plus belle génétique. Here on Monday Night Raw. Bon. Et voilà, on fait rentrer le fameux Doink the Clown. Et extrêmement flippant, extrêmement, si j'ose dire, sombre dans son attitude. Je suis même sûr qu'il s'inspire quelque part du Joker, mais de manière assez éloignée, contrairement à ce que beaucoup croient. Après, toutes les inspirations sont bonnes à prendre, il faut juste pas imiter. Dédicace à Bray Wyatt et son Fiend. Par exemple, parce que clairement ça ressemble à l'évolution de Don. De ce Don, pour être précis. Bon, de toute façon, ils sont tous les deux morts. Peace, rest in peace. Enfin, tous les trois si on compte Kamala.
D'ailleurs, Kamala, il a vachement pris cher dans sa vie. Ce mec, il catchait à l'époque où il y avait énormément de discrimination, que ce soit dans les vestiaires ou les discriminations salariales. Par exemple, à l'époque, je pense que j'exagère à peine que un catcheur noir touchait seulement 20% d'un salaire d'un catcheur blanc. On lui a forcé d'incarner un personnage sauvage d'un personnage sauvage et un peu attardé. Et pour terminer, il est en fin de vie, il avait 2 jambes coupées à cause du diabète de type 2. Voilà. Je pense que j'ai assez résumé qui était Kamala en quelque sorte. Après c'était un personnage assez culte de l'époque. Donc malgré tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et là, comme vous l'avez vu, dès le début du match, t'as Doink the Clown qui essayait d'offrir un cadeau au naïf Kamala exprès pour l'attaquer dans le dos. Du coup, pour continuer un peu de parler de Matt Borne, un certain Mick Foley, je sais pas si vous connaissez du coup. Alors c'est peut-être Mankind que tu connais plus. Non plus. Jack. Jude Love. Non plus. Ok, Cactus Jack du coup. Ok, voilà, donc c'est la même personne. Et il avait dit qu'en fait qu'il a beaucoup été inspiré par Matt Borne justement pour son style de catch qu'il utilisait, Foley. Alors, pas le côté hardcore, le côté quand tu regardes, quand il met des coups et tout ça, tu regardes la façon de Matt Borne de mettre des coups et la façon aussi de... Tu sais, les coups de coude, des sortes de coudes et tout ça. Tu regardes après Mick Foley, tu dis oui, il y a quelque chose qui est assez proche. Il a aussi été beaucoup inspiré de lui parce que quand il a joué Mankind, Mick Foley, Matt Borne l'avait inspiré dans le sens où Matt, il faisait le truc du tu ne joues pas un personnage, tu es la personne. Tu vois. Et Mick Foley, justement, il avait pris ça de cette manière-là en faisant Mankind, c'est-à-dire que je dois jouer un taré. Je suis un taré. Je le joue pas. Et c'est pareil en fait avec Matt quand tu regardes le clown. D'ailleurs sa fille en avait parlé dans Dark Side of the Ring. Elle avait dit que quand elle voyait son père en tant que Doink sur les vidéos et tout ça, elle avait dit c'est marrant, je le vois vraiment lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une tête qui fait flipper, mais qui elle la faisait rire, tu vois, et qui était au final pas juste un visage en fait. Tu sais, il avait vraiment tout le truc. En plus, c'était un bon père apparemment quand il n'était pas alcoolisé ou drogué. Et bon, ça après, quand t'as des addictions, forcément. C'est-à-dire jamais. Si, ça lui arrivait de ne pas être perché. Hein. Ouais, 2 ou 3 fois par an. Ouais, mais alors, peut-être un peu plus. Parce que, ouais. Mais bon, ça lui arrivait souvent de disparaître pendant une semaine ou quelque chose. Tu sais pas où il est, mais c'est parce qu'il était en train de déculer quelque part, on sait pas où. Voilà, bon, malheureusement, à l'époque, il y avait déjà des pubs, donc il y a eu une coupure. Ouais, donc voilà, il y avait aussi Tom Pritchard. C'est Tom ? J'ai un doute. Enfin, Pritchard, qui disait de lui. Un des 2 Pritchard, en tout cas, putain, voilà. Par-dessus la 3e corde de l'époque. Il avait dit que dans le vestiaire, justement, c'est lui qui avait fait la comparaison avec le Krusty le Clown. C'est-à-dire, il avait dit ce mec-là, tu le regardes dans le vestiaire, tu dis il est taré. Tu vois, mais vraiment dans le sens, il peut être dangereux ou quelque chose. Ce que tu vois pas forcément sur le ring, parce que sur le ring, tu vois, il sait se contrôler parce qu'il est professionnel, sauf un match qui a existé contre Jim Duggan où ils se sont tapés dessus réellement. C'était en 2010 d'ailleurs, je crois, ce match dont je parle, qui est très très tard. Et là, le match est déjà fini parce que. Le match est fini. Ouais, j'osais pas t'interrompre Lionel, mais le match s'est terminé car Doink the Clown lui a fait une ruse où il lui a offert un cadeau à l'extérieur du ring et il a perdu du temps en essayant d'ouvrir le cadeau. Bon, il y avait rien dans le papier cadeau et Doink the Clown est remonté à temps sur le ring et pas Kamala. Et c'est une victoire par des comptes extérieurs. Voilà. Ce qui est absolument parfait pour montrer les couleurs et la tournure que prend le personnage du Doink the Clown, le clown maléfique. Yes. Bon, tu voulais dire quoi, Lionel? Désolé. Du coup, j'étais en train de dire que Pritchard, il avait dit que dans les vestiaires, c'était quelqu'un d'assez taré, dans le sens qu'il attirait les emmerdes, mais il les cherchait aussi parce que justement, il voulait vraiment montrer le côté catcheur à l'ancienne où
si t'as pas un minimum de savoir au niveau baston bar et tout le bordel, Don't even say c'est a pas word. existant, on va dire, dans ce domaine-là à l'époque. Don't even say a word. Et voilà, donc Jim Duggan, il avait dit que c'était un bully, bon ça on avait dit. Et il y a eu beaucoup d'histoires de baston dans les bars et tout le bordel, bon ça on s'y attend quand t'as des mecs qui sont alcoolisés et drogués perpétuellement, voilà. Et autant vous dire que Dawn the Clown, enfin Matt Bourne, n'y allait pas à main morte niveau drogue et alcool. Yes. D'ailleurs, il y a un truc que son ex-femme avait dit, tu sais, dans le Dark Side par exemple, c'est que malgré le côté drogué, tout le bordel, sa famille était importante pour lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle allait accoucher de leur fille, il est venu. C'est-à-dire qu'il avait, comme d'habitude, il avait disparu plusieurs jours, tu sais, parce que pour se droguer et tout le bordel. Mais il a quand même réussi à venir pour ça. C'est-à-dire que ça lui donne. Enfin, il avait quand même ce côté paternel réel, tu sais, qui est vraiment. Il faut que je pense à eux, tu vois. C'est-à-dire que même drogué jusqu'au. Enfin, tu vois, le dosage, il était quand même encore très, très famille, tu vois. D'ailleurs, ça, c'est aussi un truc que Foley, il avait dit aussi. C'est de ce que je sais sur lui, c'est que malgré le fait qu'il soit alcoolisé, drogué, tout le bordel, il avait toujours une pensée pour sa famille. Il faisait toujours tout pour sa famille. Quand il était pas drogué, il était mieux, mais même drogué, il pensait encore à eux, ce qui est assez spectaculaire quand même. C'est-à-dire que faut vraiment aimer quelqu'un pour penser à lui quand on est complètement déchiré. On est Bon, d'accord sur le principe, je pense. oui. Si ça te dérange pas, Lionel, là, Ouais. je viens d'envoyer à Dylan un troisième match où c'est Dawn the Clown, le même, qui affronte Mister Perfect. Mhm. Et alors, pour information, si je ne m'abuse, sa rivalité contre Mister Perfect en tant que Dawn the Clown était l'une des plus réussies, on va dire. Mhm. Je crois que si je ne m'abuse, c'était une trilogie de matchs, mais j'en ai trouvé qu'une seule, malheureusement, qu'un seul de ces 3 matchs. Cette rivalité a débuté du fait qu'ils étaient tous les deux en tournoi dans le Kings of the Ring, mais ça s'est terminé sur une égalité entre les deux suite à une énième tricherie de Dawn the Clown. Et, et, ce, et puis du coup, ils étaient tous les deux disqualifiés du tournoi. Yes. Suite à un combat qui s'est terminé en no contest. Et, ma- et puis, euh, évidemment, Mister Perfect, qui était le babyface de l'époque, a eu du mal à digérer cette façon de perdre. Et ça a enchaîné tout simplement sur 2 autres matchs. Et je crois que le match que j'envoie, voilà, c'est le match. C'est le match où Mister Perfect il a le seum et il veut affronter Donk the Clown. C'est pas le match final, malheureusement, que j'aurais préféré. Match final que malheureusement j'aurais préféré avoir, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est déjà bien. Non. Non, j'ai pas trouvé. Mm. Alors, Mister Perfect, alias Kurt Hennig, qui est un catcheur de seconde génération, fils je pense, Larry The Axe Hennig. Je pense que c'est The Axe, je suis pas sûr. Ça, je peux pas te le Et dire. Je vais pas le. Et mentor en catch de Brock Lesnar, entre autres. Et, et puis, père de Joe Hennig, que vous connaissez sous le nom de Curtis Axel. Il a aussi une fille qui a fait du catch pendant 2 ans. Et elle a Je suis arrêté. pas au courant. Je suis pas au courant. D'ailleurs, c'est aussi très clairement la source d'inspiration de Dolph Ziggler. Même si Mr. Perfect, il était plus, il avait l'arrogance certes, mais il axait plus sur l'athlète parfait plutôt que sur le mec parfait qui se la raconte. C'est ça. C'est-à-dire, il se Ouais. la racontait, mais dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Dans le sens où il exagérait pas. C'est pas comme le narcissiste qui était Lex Luger à l'époque, qui pensait vraiment regardez comment je suis beau, regardez comment je suis magnifique. Lui, c'était vraiment regardez comment je suis parfait dans ce que je fais, pas dans ce que je suis. Bah, Tu sais à quoi je ressemble. si je m'en rappelle, dans son clip d'entrée, on le voit un moment faire un panier de basket en ne regardant même pas le panier. Ouais, tu sais, en le lançant en arrière comme ça, tu sais, derrière la tête, et puis ça passe. Ouais. Et voilà. Comme c'est Et arrivé voilà. dans Alien 4 par Ripley qui avait lancé la balle comme ça.
là on a une exploitation parfaite du but et il est face où on a Doink the Clown qui va railler des gosses et Mister Yes. Perfect qui en plus d'avoir perdu de manière injuste au tournoi, hein, ne supporte pas ce que fait Doink the Clown et l'attaque directement. D'ailleurs, il y a aussi un truc que beaucoup ne pensent peut-être pas, mais Matt Borne adorait Doink the Clown dans le sens où Le personnage. bah, oui, le personnage. Il lui a vraiment donné tout ce qu'il avait. C'est-à-dire que quand tu regardes sur le ring et tout ça, sa façon de jouer le truc et tout ça, tu le vois qu'effectivement il adorait ce truc, qu'il était vraiment bien dedans. Tu vois. Et justement, le fait que sa consommation de drogue, alcool et tout ça a fait qu'il a été viré et remplacé, ça lui a fait beaucoup de mal, ce qui a aggravé son problème de drogue et tout ça pendant un bon bout de temps. Et il a quand même réussi, enfin c'est lui qui avait quand même, il avait quand même le droit de l'utiliser, c'est-à-dire que dans l'indépendant, tu pouvais avoir un Doink the Clown qui était Matt Borne, et par exemple, il était allé à la ECW en tant que Doink. Et ça a très mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a très mal commencé parce que le public, il a vu Doink, il s'est dit ah WWF, allez vous faire foutre, c'est de la merde et tout le bordel. Sauf que c'est Matt Borne, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, il rentre parfaitement dans le système ECW, ce mec-là. C'est un vrai gros CW taré. qui est la fédération de Paul Heyman, je le rappelle. Oui. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il a été hué comme pas possible et il savait que ça allait arriver. Et il a joué sur ça, dans le sens où je suis le monstre qu'il n'aime pas, et ben je vais être le monstre qu'ils vont adorer. Dans le sens où il a réussi à faire ça avec justement, tu vois le bonnet qu'il utilise pour la perruque. Ouais. Ça, il l'utilisait, mais en le mettant à son adversaire et en lui disant, tu sais, maintenant tu vois ce que c'est d'être moi, tu vois, et lui péter la gueule au passage, tu vois. C'est-à-dire vraiment, il a joué avec le public le détestait, mais le respectait par rapport au fait que déjà il ose venir comme ça, parce que Doink dans un ECW, tu fais qu'est-ce que tu fous là, tu vois, mais ils l'ont respecté pour ça, et après ils ont respecté ce qu'il en a fait. C'est-à-dire que Paul Heyman a eu le nez aussi de prendre ce mec-là en se disant que je sais ce que je peux faire avec, je sais qu'il va réussir à faire ce que je veux, et il va faire quelque chose de correct. Et ça a fonctionné. Et ça, c'est un truc, tu peux pas le faire avec tout le monde. Malheureusement, même pour la ECW, il était trop incontrôlable niveau drogue, d'après Shane Douglas. Oui, malheureusement, oui. C'est dire parce que on parle quand même de la fédération qui a booké, qui a co-créé, on va dire, New Jack et qui a mis en avant un mec comme Sandman. Voilà. Bon, alors tiens, encore une chose sur Doink the Clown. C'était aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il a porté le Sleeper Hold à Mr. Perfect, qui est une des signatures de Mr. Perfect. C'est aussi un des premiers catcheurs heel, ou un des premiers catcheurs tout court d'ailleurs, qui utilisait le finish ou les signatures de ses propres adversaires contre eux pour les faire chier. Pour les humilier, tout ça, pour justement se foutre de leur gueule. Avec Doink, c'est parfait. Yep. C'est un peu comme Mokujin dans Tekken. C'est ça. Et ça, à l'époque, en tout cas, ça marchait du feu de Dieu. Mais comme dit, ça a ouvert une boîte de Pandore. Je pense que les deuxièmes à avoir fait ce truc-là, c'était Shawn Michaels qui portait notamment un sharpshooter à Bret Hart et un mauvais sharpshooter en plus, qui lui a fait gagner de manière très très controversée. On embrasse le Montréal Screwjob. Ouais. Je vais dire un truc à la base, attends, je suis en train de rechercher dans mes notes. Ah oui, par rapport aux autres Doink, juste un petit mot pour eux. Tu vois. Le truc, c'est que, comme vous pouvez le voir, lui, il vivait vraiment le truc. C'est-à-dire que Doink, c'est comme The Fiend, c'est comme Goldust, c'est comme. T'as d'autres persos en tête là tout de suite? Bah, si je peux me permettre, Ray Apollo, il a incarné à merveille le clown, mais ce n'était qu'un clown, comme je l'ai dit. Je vais t'expliquer le truc, c'est que t'en as plusieurs qui ont dit ça, dont Mick Foley. Ils ont dit que le visuel, c'est facile. Enfin, à part physiquement, il faut avoir le physique, mais le visuel, c'est facile de l'adapter. En revanche, Matt Borne, c'est celui qui restera toujours dans les mémoires, contrairement aux autres, parce que justement, comme tu l'as dit, les autres, c'était juste des clowns, dont un qui le faisait vachement mieux que les autres, certes, mais c'était que des clowns. Lui, c'était quelque chose d'autre.
Même Si vous voulez- Cornette l'avait dit, c'est-à-dire qu'il détestait l'idée de base du clown, mais Matt Borne, contrairement aux autres, il avait au moins quelque chose qui le rendait assez correct pour faire du catch. Parce que là, regarde, il n'est pas en train de rigoler, il n'est pas en train de faire des blagues. Là, il est en train de tabasser un adversaire. Yep. Tu vois, c'est C'est- pas juste un clown. Et La il fait, différence, elle est là. ouais. Et il fait vraiment vivre l'émotion de sadisme du mec qui rigole en torturant quelqu'un. C'est Hein, ça. comme je l'ai dit pour John Wayne Gacy. Voilà. Yes. D'ailleurs, ce que je voulais dire, si vous voulez voir ce que Lionel essaye de dire par rapport à son successeur qui était Ray Apollo, allez regarder Catch Crap Doink the Clown contre Jerry Lawler. Yes. Alors, ça illustre, on va dire, parfaitement ce qui était son remplaçant. D'ailleurs, il a beau faire partie des Catch Crap, un peu, c'est Ça n'est pas pas un vraiment match si court que ça. Yes. Ce n'est pas vraiment un quoi. Mais vous attendez pas non plus à de la prouesse technique et c'est on va dire assez comédie. En tout cas, beaucoup plus comédie que ce match-là qui est vachement sérieux, vachement technique pour l'époque et où la différence de personnage est à son paroxysme entre l'athlète parfait et comment tu peux décrire ça, Lionel? Le clown parfait. Je sais pas, j'ai pas de description pour Doink. Le clown maléfique parfait plutôt. Ouais, tout dans ce sens-là. D'ailleurs, j'aimais bien aussi dans ses promos où il disait souvent, tu sais, que faire rire les gens, j'en ai rien à foutre du moment que je rigole moi. Tu vois. Ça, j'aime bien. J'aimais bien ce petit truc, ce petit détail de moi, du moment que je me marre, j'en ai rien à foutre que les autres rigolent pas. Quoi. Ça fait bien le clown maléfique, quoi. Tu sais, je me fais rire moi, le reste. Ah ouais. Ah, ça rigole zéro, hein, Matt Bourne et Mr. Perfect. Mm. Surtout que, comme il l'a dit, ils sont dans une feud vraiment haineuse, tu vois. Ils se détestent dans l'idée du match. Ouais, tu m'as fait perdre le tournoi. D'ailleurs, ça s'est terminé. D'ailleurs, pour information, ça s'est terminé. Ce match-là aussi se termine en no contest, exactement de la même façon que pendant le tournoi. Mm. À cause encore une fois d'une connerie de Donk the Clown. Et on voit Mr. Perfect plus frustré que jamais. Yes. Et ce match, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce match sera reporté à plus tard où Mr. Perfect l'emportera enfin face au clown maléfique. Et c'est ce match-là que je voulais regarder à la base, mais bon, pas trouvé. Bah, ça arrive. Hein. Quel feud, les gars. Quel feud, mes amis. Mais quel match aussi. Ouais. En vrai. Tu vois, c'est ça aussi qui me fait chier avec ce qu'ils disent sur Doink. C'est qu'ils se rappellent beaucoup des autres Doink. Pas vraiment de celui-là parce que c'était le premier. Tu t'en, vu que dans la durée, il y en a eu d'autres et tout ça, tu te rappelles de l'évolution. Et tu te rappelles aussi du fait que ouais, c'est juste un clown. Mais quand tu regardes ce match, quand tu regardes son attitude et tout ça, tu te dis putain, on a quand même perdu quelque chose en perdant Matt Borne. Tu vois, je veux dire, on a perdu un concept qui a été repris plus tard par Bray Wyatt, qu'on le veuille ou non, avec The Fiend justement, où tu as vraiment un monstre, mais qui sait quelque chose, qui sait faire quelque chose, qui n'est pas juste quelque chose, tu sais, qui n'est pas juste un clown dans son cas à lui, qui est vraiment sur le ring, il a beau avoir l'air ridicule et tout ça, bah, tu le prends au sérieux dans le ring. Ça me rappelle un peu le Kurt Angle, je sais pas si tu te rappelles de sa période où il faisait... C'est autre chose. Non mais je sais, c'est pas le même genre de drôle, mais on se foutait de sa gueule et tout ça dans les vestiaires et tout le bordel. Par contre, une fois sur le ring, tu fermais ta gueule parce que tu savais qu'il allait t'éclater la gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Yes. il est ridicule en vestiaire et tout le bordel par rapport à ce qui lui arrive et tout. Par contre, une fois qu'il est sur le ring, tu l'as toujours pris au sérieux. C'est ça le Yes. truc. Et c'est un peu pareil Alors, avec lui, c'est-à-dire que on rigole parce que ouais, c'est un clown et tout le bordel, mais tu vois le truc. yes. Qu'est-ce que je voulais dire Le match suivant, c'est Doink contre El Matador Tito Santana et non pas El Matador le français. Même si je suis sûr que Ou alors les j'aurais bien matadors aimé. de WWE. Ouais, même si je suis sûr que j'aurais bien aimé et que le Matador hors français aurait bien aimé lui aussi.
Ouais, c'est sûr. Mais bon, le Matador, bon, comment dire, eh ben, je suppose qu'on se jette à l'eau Vas-y, directement. ouais, lance le match. C'était un match un peu plus long d'ailleurs. Ah. Le Matador de la WWE, c'est Tito Santana, qui a été pendant très très longtemps un mid-card incontournable du côté de la WWE, où il a été en rivalité notamment face à Rick Rude. Si je m'en, enfin, face à Rick Rude, c'est la rivalité dont je me rappelle le plus. Mhm. D'origine mexicaine, d'où son personnage de Matador, en plus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur lui? Ben, pas grand-chose parce que je le connais pas Alors, tant que ça, même si du peu que j'ai vu, j'ai beaucoup ou pas apprécié. Par contre, sa gimmick de El Matador, c'est la dernière qu'il a incarnée pendant sa période à plein temps à l'époque de la WWF. Me demandez pas pourquoi, peut-être qu'il aimait pas sa gimmick ou peut-être qu'il avait du temps à passer sa famille. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui il est au Hall of Fame et qu'il s'est reconverti en tant que coiffeur de luxe. yes. Et, Par contre, et là, on a notre star locale qui fait son entrée. yes. Par contre, il y a un autre truc que je vais dire sur Tito, du coup. C'est déjà c'est le nom du chien de mon neveu, enfin on s'en fout. Le truc c'est que il était quand même très utile dans le sens où il faisait partie de ces catcheurs qui pouvaient faire un bon match avec à peu près n'importe qui. C'est-à-dire que très utile pour mettre les gens en avant et tout ça, sans se ridiculiser lui-même. Mais comme dit, c'était un mec utile à ça, c'est-à-dire il était dans la bonne moyenne. C'est pas le meilleur et tout ça, mais il avait ce qu'il fallait pour bien mettre un bon match, suffisamment bon pour que les soient en avant, quoi. C'est pour que ses adversaires soient en avant comme on lui demande. C'est ça le truc aussi qui est bien avec Tito, c'est que tu pouvais battre vraiment n'importe qui en face. Enfin, il faisait pas des miracles non plus, hein, faut pas déconner, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un bon catcheur pour faire un bon match avec à peu près n'importe quoi. Là, on va voir ce que ça donne avec Doink. Je l'ai vu récemment ce match, on l'avait regardé en off. Non, mais avec le chinois, je crois qu'on l'avait regardé en off. Bon, ouais, on l'a. De quoi vous parliez, excusez-moi? Oui, ce match-là, on l'avait regardé en off, toi et moi, avant. Ouais, on l'a regardé Ouais, parce ouais. qu'on était en exploration. Ouais. Ouais. Parce on essaye contrairement au président de la chaîne, on essaye d'améliorer le produit. Et on essaye de bien structurer correctement, même si On n'y arrive pas encore. même si on a beaucoup de progrès à faire et niveau anecdote on va par-ci par-là. Mais en tout cas, j'ai volontairement essayé de choisir de mon côté, avec Lionel, plusieurs matchs qui permettent d'écrire à merveille la personnalité de Matt Bourne et ce qu'il faisait à l'époque. Et je pense que les matchs que j'ai sélectionnés sont très très représentatifs jusqu'à présent. Mmh. Je sais Là, pas, Dylan, qu'est-ce que t'en penses jusqu'à présent? Bah, tu peux parler aussi avec nous, hein. On n'est pas obligé d'être le centre de l'attention. Yes. Évidemment, c'est un grand classique. D'ailleurs, c'est devenu encore un plus grand classique aujourd'hui où t'as le heel qui se met entre les cordes alors que, le face, il veut combattre à la loyale. D'ailleurs, c'est ironique de la part d'un matador, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, ce que j'aime bien aussi, c'était au tout début, là, quand la prise de contact, elle n'a pas eu lieu, en fait. C'est-à-dire que Doink, il faisait toujours non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Et à un moment donné, Tito, il se retourne vers l'arbitre pour dire ah, mais putain, il est chiant. Et là, il l'attaque dans le dos. Ça, j'aimais bien aussi comme idée. Bonne question. Il y avait un chargement. Ok. Ouais. 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 D'ailleurs, par contre, arrive, ce que c'est un j'ai, petit bug. par contre, ce que j'aime pas, encore une fois, ce que j'aime pas vraiment avec Tito Santana dans ce match-là, c'est que son personnage vaut absolument rien. Bah, c'est-à-dire que, comme on l'avait déjà dit sur plusieurs personnes, t'as un personnage, mais on le voit pas dans le ring, en fait. Bah, là, je veux dire, le principe d'un matador, c'est de faire tourner en bourrique son adversaire. Là, c'est lui qui se fait tourner en bourrique comme un matador en plus. Ouais, bah, c'est-à-dire que Doink fait mieux le matador que Matador.
Bah, C'est après, génial. à moins que ce soit dans le concept même du match, mais Peut-être. pour le coup, c'était peut-être, mais pour le coup, c'est, je sais pas, j'ai l'impression que pour le coup, ça met pas du tout en valeur Tito Santana, ça le fait plus passer pour un con qu'autre chose. Yes. Ça, et ça fait pas mettre, et ça met pas trop en avant dans Inc non plus, quand on y Mais pense. de souvenir, de toute façon, le côté, le Matador, en fait, il l'a jamais vraiment joué, le Matador. Tu vois ce que je veux dire dans le ring? De tous les matchs que j'ai vus en tant que, enfin, quand il était en Matador, parce que j'en ai vu aussi avant qu'il le soit, et c'est tout. Ouais. Bah, Le truc, c'est qu'il a sa jamais rivalité vraiment contre joué le Mata. Ouais. Bah, sa rivalité contre Rick Rude, qui était très très bien. Allez, peut-être on va faire une sorte d'archive catch du même genre avec Tito Santana un jour. Peut-être. Ou avec Rick Rude. Tiens, Rick Rude, surtout Rick Rude, Oui. maintenant que j'y pense. Oui, il faudra qu'on fasse ça. Oui. Ouais, ouais. Euh, ouais, ben, Tito Santana, il fait partie de pour moi, ces catcheurs qui sont bien meilleurs génériques que gimmickés. Ouais. Parce que oui, ça existe. Surtout que lui, il fait une gimmick, mais il la vit pas à fond. Comme tu l'as dit, tu sais, tu veux dire, tu vois pas le Matador là dans le ring. Tu vois juste un catcheur. Tu sais, tu vois pas le personnage. Drink, oui, lui tu le vois. Lui, t'inquiète pas. Lui, Si tu vois pas le personnage chez Dwink, et je parle même pas de son allure de clown, c'est que t'es aveugle. oui, c'est ça. C'est parce que là, même là, pour le ramener sur le ring, il est en train de rigoler. Lui non plus d'ailleurs, il sait pas pourquoi. Il a envie de rigoler. Bah, si tu regardes bien, il passe son temps à jouer avec la caméra. Hein. C'est vraiment le jeu, c'est vraiment le fiend, c'est vraiment le fiend avant la mode, c'est vraiment le Bray Wyatt avant la mode, le Boogeyman même. Mhm. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Oui, oui. Par contre, il fait juste une erreur qui est tout à fait normale à l'époque parce que ils n'avaient pas encore l'habitude de la hard cam, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est souvent dos à la cam, tu sais, fixe. Il est souvent dos à celle-là, tu sais, quand il fait des trucs, parce qu'il n'a pas encore ce truc. Mais ça, c'était tout le monde à l'époque parce qu'ils n'avaient pas encore l'habitude de tout ce qui était télévisuel et tout ça. Donc ils n'avaient pas encore le truc. Enfin, tu l'as remarqué, je pensais qu'il y avait beaucoup de moments où il regardait pas la bonne caméra, enfin, pas du bon côté. D'ailleurs, il y a aussi un autre truc que j'aime bien avec Doink, c'est putain toutes les expressions qu'il a au niveau du visage, du visuel, tu vois. Je veux dire. En général, bon, Tarak approuve. Les peintures au visage sont faites pour évoquer, on va dire, une certaine émotion. Mais quand c'est mal foutu, au lieu d'évoquer une certaine émotion ou une dangerosité, et intimidante, comme les peintures de guerre faisaient à l'époque, quand c'est mal foutu, tu passes au mieux pour un clown, au pire comme quelqu'un sans expression. Dans Inke, et contrairement à Goldust par exemple, même si Goldust il le fait quand même bien, faut pas déconner. Avec ce maquillage, il trouve un moyen de complètement sublimer la moindre de ses émotions. Ouais. Lui, il y arrive très bien. Ah, c'est une pub carrément. Ouais, parce que sur des mini-motions, ça te demande de désactiver tous tes bloqueurs de pub. Ah ouais, c'est de la merde. Pas grave, Dylan coupera à ce moment-là. Oui, oui. Et voilà, on reprend. Désolé. On a Doink qui travaille bien le bras de Tito Santana. Non mais vraiment comme un sadique là. Je veux dire... Tu vois ce que je disais avec la hardcam, là il est de dos, tu vois. Ouais, plus sadique que ça, tu le plantes carrément sur une crucifix. Là, avant Mr Perfect, il a fait le truc qu'on voit souvent de Daniel Bryan faire, tu sais où tu mets la main au sol, le coude levé, t'appuies avec le pied. Il l'avait fait à Mr Perfect avant. Je sais pas s'il l'a utilisé dans ce match-là, j'ai pas fait gaffe. Je crois pas qu'il l'a utilisé dans ce match. Par contre, il a vraiment décidé, c'est le bras aujourd'hui, hein, putain. Bah, comme quoi le storytelling partiel, ça se faisait bien à l'époque. Yes. Et on repart sur le bras. Et sur le même en plus. Bah oui, heureusement. Oui, on a déjà vu ça, des mecs qui changent de bras en plein milieu parce que... Après, je trouve pas que c'est une mauvaise technique de péter un bras puis l'autre.
Alors, c'est pas une mauvaise technique, mais si déjà tu commences à affaiblir un truc, autant aller jusqu'au bout avant de passer à l'autre. Parce que là, il arrive encore à le lever, donc ça suffit pas. Ouh, waouh. Par contre, c'est lui qui sait plus flinguer le bras. Ah, pour l'instant, c'est Doink suite à ce coup d'épaule dans le poteau. Ou ce coup de poteau dans l'épaule, comme diraient certaines. Ah tiens, Lionel, c'est marrant parce que contre Ricky Steamboat, tu parlais de du selling de Matt Bourne. Bah là, on a Ouais. exactement le même. Exactement. C'est là que tu vois que ça lui allait bien comme perso, il l'avait déjà. Ça. Je sais pas. Le pire, c'est que je sais toujours pas si c'est Vince McMahon qui lui a égoté cette gimmick de clown ou si c'est lui qui a vraiment eu cette idée de là de A à Z. En fait, de ce que j'ai entendu, même quand il avait dit, c'était Vince qui avait l'idée de base, mais c'est lui qui a sublimé l'idée. Ok. Ouais, C'est-à-dire c'est pas que comme. Oui, c'est pas Vince, comme Razor Ramon, quoi. c'est ça, c'est Vince qui lui a donné un cheat J'ai pas vu, mais en tout cas, il a pris un objet, ça a clairement été montré. C'est un cheat. Ah ouais, comme Rick Martel. Oui, mais en plus petit. Ouais. Yes. Voilà. Parfait. Je sais pas pour vous, mais j'ai bien aimé ce match. Bon, à part le problème que j'ai avec Tito Santana dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça compte pas puisqu'on parle du Groom. Yep. Et lui, de son côté, le match était bon. Des deux côtés, en vrai, de vrai, à part. Oui, des deux côtés, détail. mais comme dit, il y en a un des deux, il y a quand même quelque chose qui manque. Lui, c'est bon. Yep. Ah, c'est dommage que ce mec était drogué jusqu'à la moelle parce que putain. Ouais, bah il l'a dit lui-même, tu sais, dans les interviews qu'il faisait en la fin de sa vie. C'est beaucoup. En fait, au niveau erreur, tu as toujours un pourcentage d'erreur par rapport aux personnes, tu vois. Et lui, c'était 90% de sa faute et il le disait. C'est pas genre non, c'est pas ma faute que les autres, non, c'est mon erreur. Je me droguais, j'étais violent, tout le bordel, c'est ma faute. Yes. Ça fait chier. Yes, d'ailleurs, il y a la source de Lionel, c'est une source tirée de Matt Bourne, qui est intitulée Why I Got Fired from WWF sur la chaîne Title Match Wrestling, pour information. Yes. Donc non, on n'invente pas des tracts. Bon, alors j'ai deux autres matchs. J'ai deux autres matchs, dont un match un peu plus récent avec Bob Backlund, qu'on a déjà vu 2 fois sur la chaîne d'InfoCatch. Et j'ai un match bien plus ancien et qui n'est pas à la WWF cette fois-ci. Contre quelqu'un qu'on a déjà vu, trop vu dans les archives catch. Mais on va commencer par la WWF, hein, parce que pour l'instant, le thème, c'est Doing the Clown. Yes. Et on va repartir, et on va reterminer sur l'autre après. Enfin, ce que je suggère. Hein. Oui. Voilà. Bon. Alors, Bob Backlund. Tu lances le match ou pas, Dylan ? Ouais, tu peux le lancer. On enchaîne. Bon, Bob Backlund, ancien champion suprême de la triple WF, après un règne long de presque 7 ans, si je ne m'abuse. Je crois que après s'être fait battre non seulement par Iron Sheik, mais en plus par comment qu'il s'appelle, Kevin Nash, si je me rappelle bien. Et il se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 juin 1993, face au montant Matt Bourne dans The Clown. Et putain, j'adore quand il a les cheveux qui pendent comme ça. Bah justement, c'était le but. Ça fait penser film d'horreur, parfait. Yes. Ouais. Ça m'étonnerait même pas que le Joker là de la trilogie Nolan même se soit inspiré de lui niveau look. Je serais pas étonné. Mais bon, c'est peu probable. Non, pas forcément. C'est pas si improbable que ça.
Tu sais, au final, aux Eh, États-Unis, tu penses aussi que le sourire là, arboré par Don the Clown, là, il a inspiré Jack Nicholson lorsqu'il a incarné le Joker? non, parce que Doink existait après. Ouais. Tu Donc, disais, non. Dylan? Well, he feels he still has a score to settle with Doink. He remembers when Doink took that arm he had on that. Alors, c'était un suicide ou une overdose accidentelle? Well, I didn't want to use those big words. Un People des don't deux. understand. And then waffled Oui, Crush oui. from behind. Crush hasn't forgotten that. Then he blames him at WrestleMania for the double Doink deal that went down. That was an illusion. Crush is Ah, je suis Bon. d'accord avec toi. trouble. He messed Bon, with Doink. autant dire que vu qu'il y a Bob Backlund, ce sera extrêmement technique. C'est en quelque sorte le Bryan Danielson de l'époque. Yes. Ouais, ou le Chris Benoit avant la mode aussi. Et quand on y pense, il a pris du temps à vieillir, ce mec, hein, parce que... Oh, il est toujours en soi, il est toujours en pleine forme aujourd'hui, enfin, à part Ouais. mentalement. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est Backlund, là, c'était en quelle année? T'as l'année? Là, c'était en 93. 93, Vu que c'est ouais. Doink the Clown, Doink the Clown, Matt Bourne, c'est en 93. Ouais, mais comme dit, il a commencé quoi dans les années 70? Ouais, en même temps que ça, Martino. Ouais, mais ce que je veux dire par là, est-ce que tu quand tu le regardes là, tu y penses à son âge? Non. Bah, tu vois, c'est un truc de ouf. Bob Backlund, il est impressionnant à ce niveau-là. Je crois que c'était l'un des premiers catcheurs à, entre guillemets, avoir une apparence de gamin, comme on aime le dire aujourd'hui. Ouais, il a commencé en 73. Yes. Mais comme dit, je crois que c'est un des premiers catcheurs à avoir, un des catcheurs célèbres, j'entends, à avoir une apparence de gamin. Tu vois, j'entends par là la nouvelle génération qui a une apparence un peu plus juvénile, un peu plus fine, un peu plus mince, comme je vais pas, promis, je les critique pas, comme Darby Allin, comme Daniel Bryan, comme Jack Perry, comme à l'époque. Je viens de vérifier. J'en ai plein d'autres. Pardon? Je viens de vérifier. Apparemment, il aurait. Ah, c'est 93. Hein. Yep. 44 ans. Rien que ça. Bon. Il avait 44 ans lors de ce match. Ouais. Et là, c'est l'occasion où Doink the Clown va nous montrer ses prouesses pour suivre la technique, parce que être technique, c'est possible, hein, mais encore faut-il la suivre. Mhm. Et c'est là aussi qu'on voit que Matt Bourne, c'est pas juste une gimmick, c'est vraiment un mec qui sait catcher. Et c'est pas juste un brawler non plus. C'est ça. Dédicace à John Moxley. Il fait vraiment partie du mec qui, à part la voltige, il a un bon package, quoi. Il a vraiment le personnage, la technique, le brawl. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des matchs avec presque tout le monde. Et encore, je suis persuadé que la voltige, c'est parce qu'il voyait pas l'intérêt de la bosser. Et que la voltige, de toute façon, n'était pas à la mode à l'époque. Probablement. Mais c'est là que tu vois que c'est un catcheur très sérieux, très complet pour l'époque. Complètement. Encore une fois, ce mec, il était pas défoncé 22 heures sur 24. Très franchement, il serait vraiment entré dans la légende. Hein. Il serait resté à la VVE, il serait entré dans la légende, il serait Hall of Fame. Clairement. J'aimais bien contrairement à l'oncle Cornette, j'aime bien certaines gimmicks absurdes qui me font réagir, même si elles paraissent un peu surabusées. Genre, j'aime beaucoup le Undertaker, j'aime beaucoup Kane, j'aime beaucoup Boogeyman, j'aime bien Goldust, j'aimais bien Bray Wyatt. Par contre, j'aimais pas du tout le Fiend. Mais tu vois. Ah, mais franchement, dans In the Clown, la plupart d'entre eux, ils les mettent à l'amende. Hein. Yes. Mais rien que de ce qu'on voit, ce soir. Et je parle que du côté gimmick. Yes. Mais quand tu dis que Cornette aime pas ce genre de truc, il aimait bien ce Doink. Yes. Ce genre de concept de gimmick absurde, j'entends. Oui, non, mais il aime pas non plus. Mais s'ils arrivent à en faire quelque chose, il est jamais contre. Hein.
Undertaker, Kane, il les aime bien aussi. Il aime bien, tu sais, Goldust, il l'aime bien. Et pourtant, c'est un des trucs les plus extravagants que tu puisses trouver. Tu sais, je veux dire, lui, il essaye toujours, enfin, il regarde toujours. Alors, la gimmick, certes, et s'il aime pas ou qu'il aime bien, il te le dit. Mais il regarde aussi les prouesses dans le ring. Et de ce côté-là, Doink, il ferme sa gueule. Enfin, pour Doink, ce Doink, il ferme sa gueule. Pour les autres, Ouais, non. Pour celui-là, oui. Et là comme vous l'avez pu constater tout à l'heure, il a gagné suite à une crasse, je crois. Ouais. Comme souvent. Ouais. Mais Bob Backlund, même s'il s'est fait avoir, c'est l'exemple même du lutteur respectueux, du C'est lutteur, l'ultime enfin, babyface, du en lutteur fait. martial. Mais franchement, tu cherches à. Est-ce que Batman. Et depuis quand Batman serre la main à un Joker? C'est pas faux. Parce que d'ailleurs, ne serrez pas la main à Joker, vous allez vous prendre une décharge de 10 000 volts. Oui. Bon, par contre, Backlund, il a jamais été très doué en acting, donc du coup, là, l'exagération est un peu trop. Il fait un peu Non, trop lui c'est la lutte pure. Oui, bah, c'est ce que je dis. C'est pas contre lui ce que je suis en train de dire. On voit que c'est pas Et quelqu'un étrangement, qui est fait pour ça. c'est après avoir pris sa retraite que ce mec est devenu un personnage pas possible. That's just not what. Enfin, la retraite, il l'a pris en 2018, hein, Yep. officiellement. Pour info, il vient de se faire aveugler par un parfum. Yes. You did it again, buddy. You cracked me up. Voilà. C'était court mais super sympa à suivre. Yes. Là encore. I don't think shock treatments are out of line, do you? Alors, figure-toi que non. La taille, oui, elle est pas grande. Par contre, la durée, c'était extrême. On s'en fout, c'est Peggy 18. Pardon. Keep an eye out, Bob. Bon, et on va terminer par le Non, match le plus... non. Tu as ton match et j'en aurai encore un après. Ah, sérieux? Oui. Ah, mais Alors, il date de quand ton match? 94. Est-ce qu'on peut regarder le tien avant le mien? Ça marche. Ok. Je l'envoie dans le groupe. Oh putain. Toi, t'as vu le titre, toi. Ouais, je viens de voir. Bon, je laisse Dylan se lancer. Dillman, c'est moi. Je laisse Dylan le lancer. 1994, en même temps, merci Captain Obvious, c'est ce qui est écrit sur le titre. Alors, nous avons aujourd'hui Born en Born Again, qui est habillé en Doink the Clown saccagé, Yes. et qui affronte la superstar locale, Tuchel Scorpio, et je laisse Lionel en parler d'un peu de tout parce que c'est lui qui a trouvé le match. Yes. Alors, pour la ECW, si vous connaissez pas, faites des recherches. Non, je déconne. La ECW, comme dit, c'était à l'époque, ça s'appelait Eastern Championship Wrestling. Quand ça a été repris par Paul Heyman, ça a changé en Extreme Championship Wrestling, donc ECW qu'on connaît actuellement. Celle qui a fait découvrir justement des Sandman, Sabu, RVD, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, on s'en fout, on va pas faire toute la liste. Et Tuchel Scorpion fait partie de ces gens qui, putain, qu'est-ce qu'ils sont sous-estimés par le public. Ah bon, on avance sur leur temps. Yes, clairement. D'ailleurs, et là, ce que j'avais dit avant par rapport à justement quand il est arrivé à la ECW où ils se sont foutus de sa gueule, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Bah, justement, ce match-là en est l'exemple, c'est-à-dire qu'il joue avec le truc du doink, que tu vois, il a enlevé sa capuche avec les cheveux verts. Il est en train de montrer qu'il est devenu complètement fou et ah qu'il bon, il va était pas rentrer. avant? Hein? Non mais Ah bon, là, il était pas avant? là, il est vraiment devenu complètement taré. Et là, il va vraiment faire le personnage qui rentre parfaitement dans la ECW, c'est-à-dire le psychopathe qui va vachement bien dans le délire. Ce qui fait qu'il a gagné le public par la suite. Alors que c'était mal parti. Bon, malheureusement, il y a quelques petites coupures parce que Le match est malheureusement pas complet. C'est ça. Mais en tout cas, ce match-là, enfin, les extraits de ce match illustrent à merveille ce qu'on a essayé de dire par rapport au fait qu'il s'est fait réengager par la ECW pour y démontrer tous ses talents de brawler. D'ailleurs, c'est pas le seul catcheur de la WWF qui était sacrément merdique quand même à l'époque. Oui, vous en faites pas.
Ok, bon, je disais donc, c'est talent de brawler. D'ailleurs, c'est pas le seul, catcheur rescapé de la WWF qui était dans une année sacrément merdique à se réfugier à la ECW à Oh l'époque. putain, Il y comment il a fait. avait à l'époque, TL Hooper qui était un plombier à la WWF. Là, il y a, la tenue de Doink qui a pété entre les jambes. Yep. Le Je truc bleu, normalement, tu. Hein? Je suis presque sûr que ça le dérange même pas. Non, ça dérange pas parce qu'en fait, ça le dérange même plus quand c'est fermé parce que c'est un truc qui t'écrase bien les couilles. Tu sais, c'est une tenue qui s'accroche bien, mais ça t'éclate bien les burnes. Ceci dit, vu les produits qu'il a pris, les couilles, il en a presque plus. Et tu vois, c'est ce que je disais avant, c'est avec le truc du chapeau, justement, tu sais, où il vient d'éclater son adversaire. Et là, maintenant, il va faire vraiment le truc de son nouveau, entre guillemets, personnage de. D'humilier son adversaire en le faisant devenir le clown qu'il était. Ce qui n'est pas sans rappeler Cody Rhodes avec les sacs en papier. Voilà. Par exemple. Comme dit, vous voyez, c'est là aussi qu'on voit que Matt Borne avait beaucoup de créativité parce que beaucoup de choses qu'il a faites ont été reprises par la suite. Au niveau de, tu sais, je veux dire, Doink qui est complètement taré, ça fait un peu référence au Fiend, qui est plus récent. Le truc du sac en papier avec justement, tiens, porte mon masque et deviens le clown que vous détestez tant. Tu vois, je veux dire, ça a un peu été repris par Cody Rhodes. Et t'as plein de trucs comme ça, de petites mimiques ou des. La façon de vendre, ça a été repris par beaucoup de monde par la suite. Je suis pas sûr de ce que je dis, Lionel, mais est-ce qu'on n'a pas là une des sources d'inspiration de Brian Pillman, du regretté Brian Pillman aussi? Alors je sais pas, faut faire faut faire attention au niveau des dates surtout, parce que si c'était dans la même période. Non, Brian Pillman, il existait déjà à l'époque, faut pas croire, mais je parle de sa période de rivalité contre Stone Cold notamment. Ah, peut-être. Contre Stone Cold, on est largement après, je suis désolé. Ouais, peut-être que ça a un lien, oui, effectivement, mais comme dit, il a inspiré beaucoup de monde, même si vous le remarquez pas. Hein. C'est ça qui est hallucinant. C'est Doink, au final, le premier, est une grosse source d'inspiration pour les heels excentriques, en fait. C'est dans le sens justement excentrique, que ce soit au niveau de la tenue, au niveau de la façon de parler, la façon de bouger, tout ça. C'est vraiment une grosse source. Bon, alors, j'entends pas l'interview qu'il fait, mais rien qu'aux expressions faciales, j'ai envie d'écouter. Mais on a grâce à cet archive catch de compilation de matchs de Matt Borne alias Don the Clown, nous avons pu le découvrir Jobber, nous avons pu le découvrir dans la gimmick et nous avons pu le découvrir, enfin à moitié le découvrir sublimé grâce à la ECW. Mais toutefois, il nous reste un match à examiner. Un match qui n'a rien en commun de ce qu'on va voir. Un match datant de l'époque où Matt Borne n'était pas Doink the Clown. Et un match de l'époque où Matt Borne n'était pas connu. Et n'était même pas à la WWF. Et ce n'était qu'un petit nom. Parmi tant d'autres. Où il apparaissait quand même un petit peu à la NWA. Mais c'est tout. Yes, c'est vrai que la NWA, il affronte. Et là, il va affronter dans un match d'à peu près une quinzaine de minutes un certain Steven Regal. Oh putain! Oh putain, c'est pas le même. Hein, Dylan, j'espère que tu couperas les petits trous, et je veux que je fasse ça, et voilà. Merci. Parce que ce genre d'archives, de nouveaux modèles archive catch, Lionel et moi, on y tient. Tu tiens plus que moi. C'est pas vrai? T'as vu tout quand tu t'es préparé pour cette archive? T'es maquillé et tout? Ouais, mais je me suis préparé pour cette archive parce que c'est Matt Borne. J'aime bien Matt Borne. Ouais, l'enregistrement en même temps, c'est mal enregistré, ça date de 82. Bon, si je ne m'abuse. Alors, si je ne m'abuse, le blond c'est Regal et le brun c'est Matt Borne.
physiquement, oui. Mhm. Qui est très intéressant d'ailleurs quand on y pense. Yep. Parce que ça s'est inversé plus tard au niveau des couleurs. Yep. Et c'était l'époque où Matt Bourne et Steve Regal étaient complètement deux catcheurs génériques. Mm. Et en toute honnêteté, sans beaucoup de charisme à première vue. Mais t'as vu, il avait déjà un peu l'attitude de Doink. Le selling déjà. Mm. Et le côté, tu sais, où il a fait un petit temps d'arrêt pour dire ah, je suis intelligent, t'as vu, je l'ai esquivé et puis il s'en est pris une. Tu vois, je veux dire, vraiment, ça date pas d'hier, quoi, qu'il avait ce truc. Enfin, d'hier, par rapport à ce qu'on a vu avant. Laissez tirer Les du vieille vieilles cassette. c'est ça. D'ailleurs, j'aime bien aussi le ring avec tellement d'attaches, tu sais, sur les poteaux. Tu te dis pourquoi il y en a autant. Parce qu'en fait, c'était un ring de catch et de boxe, c'est-à-dire que les cordes, ils les mettaient juste à un autre anneau. Yep. Ouais, MP3, MP4, pardon. Yes. Ouais. Yes. Ça Merci permet à de ceux qui sauver ont beaucoup de inventé ce choses. truc. Ouais, ça a sauvé beaucoup de choses, des films, tout ça, qui auraient été disparus s'il n'y avait pas ça. Ouais, Bon, et réfléchir pour certains comme l'a pornos indiqué des années Lionel, 70. on a carrément, de la part de Matt Bourne, on a carrément les vestiges de qu'il allait devenir beaucoup plus tard. Yes, on voit déjà un peu le doink dans l'attitude. Et par contre, regardez-moi ce putain de selling, je veux dire, Dolph, il a rien inventé. Hein. Je veux dire, Et encore, Dolph, lui, il se distingue au niveau selling par le fait que chaque coup qu'il se prend, t'as l'impression qu'il s'est pris un wagon de train. ouais, Hein, ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois, tandis que Matt Bourne, j'ai l'impression, il exagère, mais tout en restant crédible. c'est ça. C'est-à-dire, il a pas la surexagération, tu sais, t'arriveras pas à te relever si tu te prends vraiment un coup Hein. comme ça, tu vois. Pour imaginer ça, ou illustrer ça, hein, j'ai l'impression que Matt Bourne, il a réellement mal en exagérant plus ou moins, alors que Dolph, j'ai l'impression de voir une sardine fraîchement pêchée que tu mets sur une planche encore vivante. Yes. D'ailleurs, il y avait un catcheur en France qui vendait à peu près de la même façon, un certain Shadow. Oui, D'ailleurs, je l'appelais la sardine à cause de ça. oui. Des fois. Ah, il était pas mauvais. Non, il était pas mauvais, il avait un sacré beau potentiel. Par contre, il est tombé dans des merdes là, putain. 3 catch crap, wesh. Putain, il a vraiment pas eu de bol, lui. On peut tous arriver au mauvais endroit au mauvais moment. Ah ouais, mais lui, c'est quand même dur. Euh, Ah, t'as un autre modèle sur ton coup. En tous les cas, on a Matt Bourne qui comme d'habitude dans le catch américain à l'ancienne, fait beaucoup rager le public en étant la plupart du temps hors ring. Ouais, pour éviter le combat, pour récupérer. Bah, de 1, c'est efficace parce que de 1, ça fait rager le public quand t'es heal. De 2, tu gagnes du temps. Et tu te fatigues pas trop. Yep. Alors, il tenait la route, hein, c'est pas juste parce qu'il est fatigué qu'il faisait ça, c'était vraiment pour se faire détester. S'en fout qu'il tienne la route si ou tout pas. Si ça se trouve, il tient pas la route, c'est le problème. Du coup, il comble les lacunes. Mais il a pas cette lacune, il tenait la route à l'époque. C'est juste que c'est dans son truc d'être un enculé de ce genre-là. Quoi. Yes. J'aime bien toutes ces attaches sur les poteaux, c'est un peu beau. Ça, on dirait un ring à PC. Pourquoi? Ah bon?
Et on observe. On observe Bah, tout le deux match. catcheurs qui catchent à merveille, qui racontent un storytelling à merveille et qui sont techniques à merveille, et l'autre il regarde dans l'arbitre. Bah ouais, moi aussi. Mais le truc, c'est que même moi, j'ai regardé les poteaux. Alors, pendant les pauses. Pendant le match, je regarde autre chose. Mais c'est vrai que quand as des pauses comme ça, bah, tu regardes autre chose, c'est normal. Mais c'est dingue comment tu vois déjà les prémices de Doink dans ce match-là, en fait. Yes. C'est quand même hallucinant. Par contre, William est étrangement très strike. Oui. Là, par contre, putain. Par contre, il y a un truc au niveau de la position. Tu sais, regarde la position du bras droit. Souvent, tu sais, il a souvent le bras un peu levé, tu sais, un peu en angle droit, tu sais, vraiment comme il va toujours le faire plus tard, tu sais. Boxeur, ouais. C'est ça. Ouais, parce que Il a William déjà Regal, il a cette fait de la attitude, boxe. il a déjà ce truc. Ouais, bah William Regal, il a fait de la boxe, c'est pour ça que il utilisait souvent un poing américain pour tricher à l'ancienne. Mais tu vois, il a ce réflexe, le bras droit toujours, enfin, souvent levé comme s'il allait mettre une droite, tu sais, je veux dire. D'ailleurs, cette technique de triche a été reprise du côté de MJF avec une bague en diamant. Du côté de l'AEW, pour info. Yes. Allez regarder. C'est très intéressant ce qu'il propose. Par contre, regardez pas trop la EW, sinon vous allez vous péter les plombs. Mais MJF, ça va. Et encore. Sauf si vous avez pas envie de vous prendre la tête sur des stories, allez-y. Ouais, parce que eux non plus, ils se prennent pas la tête. Ils essayent des trucs. Essaye d'être impartial. Ouais, non. Moi, j'essaye plus. Moi. J'ai abandonné. Ouais. Tout ça parce qu'ils ont squashé Dalton Castle et Silas. Rien à foutre, c'était pas ça le problème. Bah, c'est l'un des problèmes en tout cas. Oui. Bon. Il est vachement bien construit ce match, hein, putain. Ouais. Mais c'est hallucinant Et après, en fait, quand tu vois vraiment Doink en fait. Yep, les prémices de Doink. Ouais, tu vois vraiment déjà l'attitude, le truc. Tu m'étonnes que Vince il s'est dit tiens j'ai besoin d'un truc et je pense que t'es bon. S'il a vu ce genre de truc, oui, t'avais raison. Ouais. Après, je pense pas que il aurait dû forcément même lui mettre forcément un masque de clown, mais ce qui est bien avec Matt Bourne, c'est que il a fait ce que beaucoup de catcheurs n'ont pas fait. Et à l'instar des New Day par exemple, il s'est fait bon ben on m'a collé au cul une gimmick de merde. Bon ben super, je vais le faire à la perfection mais à ma sauce. Parce que de base le New Day, si vous vous rappelez pas, si vous vous rappelez ce que c'est une bande de choristes évangéliques. Et c'était de la merde. Après, il y a une famille qui est spécialisée dans ce domaine-là. On te donne la merde, mais je vais aller tellement à fond que ça va être bien. Toute une famille. Non, les Rhodes. Parce que Dusty Rhodes, quand il est arrivé, enfin, tu sais, le père des deux, quand il est arrivé à WWF, Vince, il voulait se foutre de sa gueule. Il lui a donné une tenue avec des points de couleur. Et pour se foutre de sa gueule, et il en a fait quelque chose. Quand tu vois Goldust qui a débarqué, bah Goldust, hein, je veux dire, Attends, tu vois c'est ça. pas fini. Et quand tu vois Cody Rhodes, tu savais ce qu'il en a fait avant avec le Stardust, avec les trucs, tout ce qu'il lui a donné. Il a toujours fait correctement. Même s'il aimait pas. C'est pas faux, Lionel. Même le Shockmaster, il est devenu célèbre avec sa gimmick du Shockmaster. Alors ça, c'était, oui, alors c'était accidentel. Trollface. C'était accidentel. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que tu avais quand même une famille qui a une spécialité dans le. On me donne la merde, pas grave. Tu vas voir ce que je vais t'en faire de ta merde. Ah, la famille Rhodes. Même si Cody Rhodes me sort littéralement par le cul, j'aime beaucoup cette famille. Ouais, bah le moins bon, il était pas forcément mauvais, c'était Jerry Sachs. Bourne working him over in the corner, whips him into the far neutral corner.
Ouais, je l'ai beaucoup dit déjà, mais putain, tu le vois le doink en fait de la main. Tu le- C'est pour ça que j'ai jugé très intéressant de proposer ce match-là en dernier. Ah oui, clairement, clairement. Tu vois déjà que 10 ans avant de le faire, il l'avait déjà en fait. Enfin, il avait juste pas le visuel, il avait le reste. Ben, c'est le genre de catcheur où, comment dire, que gestuellement parlant, même sans gimmick, il s'est créé une identité. C'est là tout, c'est là tout l'art du très regretté Matt Bourne. Mais c'est d'ailleurs. Parce que oui, ce que Lionel et moi ne vous l'avons pas dit, c'est que Matt Bourne nous a quitté en 2014 d'une overdose de drogue. Yes. D'ailleurs, quand ce match sera terminé, t'as Lionel qui va faire tout un speech parce qu'il a regardé beaucoup d'interviews de Cornette et il a regardé le Dark Side of the Ring de Matt Bourne. j'en ai déjà et il a beaucoup parlé. beaucoup dit. Et j'en ai déjà beaucoup parlé pendant le truc. Ouais, mais je pense que t'en Ah, as je vais pas faire un dit. résumé en fait de ce que j'ai dit plus ou moins. Yep. Mais par contre, tu vois, quand tu vois la tenue de Matt Bourne là, dans ce match-là et que tu vois l'attitude de Doink et tout ça, ça me rappelle un peu ce que tu disais sur les. Tu sais, on leur donne un truc basique au niveau tenue, c'est-à-dire un slip et enfin un slip noir, et vous Ouais, devez devenir quelque chose. la formation de la New Japan Pro Wrestling. Ouais, bah t'as l'impression que c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire que tu vois là, il montre sa personnalité alors qu'il a rien qui peut l'aider. En fait, tu vois. C'est-à-dire que dans le concept de la New Japan, tu sais, avec les nouveaux, tu sais, où tu leur donnes rien pour s'exprimer et ils doivent trouver quelque chose, Matt il aurait gagné, il aurait réussi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, de ce que je vois en tout cas, on est d'accord. Yep. C'est-à-dire que lui, il aurait passé le test. Que beaucoup ne passeront jamais, et c'est normal, hein, c'est pas évident. Mais, Là, ça relève limite du génie, hein. ouais. 90% du roster de la VVE, et encore le roster de la VVE est extrêmement talentueux aujourd'hui. Ouais. Et hommes et femmes inclus, il y en a que même pas 10% qui sont capables de faire ça. D'ailleurs, Ouais. c'est ce que je critique beaucoup du côté d'NXT, c'est que t'as un max de personnes qui sont interchangeables, malheureusement. Ouais, mais ça, c'est dans le catch mondial, hein, putain. En soi, est-ce que, le catch mondial, comme tu dis, est-ce que c'est facile d'être comme le Matt Bourne? Alors, pour moi, oui. Ça se travaille, mais Alors, non, tu vois, très franchement, non. Non, mais comme dit, pour moi, oui. Parce que j'ai un background qui permet de le faire. Mais, Il y a aussi, pour moi, c'est assez shakespearien aussi, c'est être ou ne pas être. oui, je sais, Background ou c'est pas ce background. que je suis en train de dire en fait. C'est que moi, j'ai un background qui me permet d'avoir plus de facilité à faire ça. Mais, je comprends que c'est pas évident pour tout le monde. Surtout que malheureusement, dans le catch, enfin, surtout de nos jours, on a beaucoup de trous de balles qui veulent se mettre en avant sur un truc spécifique parce qu'ils ont raté quelque chose d'avant. En fait, j'ai l'impression que le catch est de plus en plus rempli de ratés qui veulent réussir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tu vas être entre guillemets narcissique sans le remarquer, et tu vas vraiment vouloir dire regardez, je réussis dans quelque chose. Non, tu n'y arriveras pas comme ça, que tu le veuilles ou non. C'est d'ailleurs pour ça que tu sais, il y en a plein. Ouais, lui il a un avenir de ouf. Ah non, je donnerai pas de nom. Mais le truc c'est que tu sais, on m'en a sorti plein des comme ça. Regarde-le lui, tu vas voir, il va devenir quelque chose. Moi j'avais dit 10 ans avant. Non. On est 10 ans après, le mec il est encore dans le catch, hein, en France, mais ailleurs, oui, il apparaît. Mais est-ce qu'il a loin? Pas vraiment. Parce que il a pas le truc. Le seul, pour l'instant où je te dis, il y a une possibilité, mais est-ce qu'il y arrivera? C'est pas évident. C'est Aigle Blanc. C'est-à-dire que lui, depuis longtemps, il fait partie de ceux qu'on dit tout le temps, ouais, lui il ira loin. Et c'est un des rares où je suis vraiment d'accord. Parce qu'il a vraiment quelque chose. Mais est-ce qu'il va y arriver? Ça, par contre, c'est le côté, il peut, mais ça va pas être évident. Non,
Non, c'est une question de chance. Point. C'est-à-dire que ouais, d'opportunité plutôt. Parce que opportunisme, c'est pas vraiment pareil. Mais c'est-à-dire que le truc, c'est que, qu'on le veuille ou non, t'as une phrase d'un mec au catch que je trouve stupide, c'est le réussite est un choix. Va te faire foutre. La réussite n'est pas un choix. La réussite, c'est une question de chance, d'opportunité saisie et de bordel comme ça. Tu ne peux pas être une star juste parce que tu as décidé de l'être. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et le truc, c'est que tu as des gens qui ont un talent de ouf. J'en ai vu plein qui ont du talent et qui ont disparu du jour au lendemain parce que malheureusement, ils étaient au mauvais endroit. Malheureusement, il y a eu une blessure. Malheureusement, il y a eu le fait que dans la famille ou quelque chose, il y a un truc qui allait pas. Il y a toujours eu des trucs de putain, il avait un potentiel, mais on n'a jamais pu aller jusqu'au bout. Là, pour l'instant, avec le blanc, on peut encore. Il peut encore. Mais il y en a certains, c'est déjà trop tard. Lui, c'est pas encore trop tard. Et j'espère pour lui qu'il va y arriver. Et encore, il a eu assez récemment problème, tu sais, de. C'était quoi ce que tu m'avais dit? C'était une blessure ou quelque chose au moment où il était censé faire un truc? il a failli catcher à all-in. Oui, voilà. Enfin, non, ce qu'on fait, c'est complètement un aparté, mais il a failli catcher à all-in. Malheureusement, il s'est blessé. Voilà. Tu vois, Et donc aujourd'hui, c'est un manque de bol. il y a Mick Foley et je crois que c'était Devon et comment qu'il s'appelle, D'Lo Brown qui ont chanté ses louanges sur Instagram. Donc ça, Voilà. c'est bien, tu vois. Il a peut-être Et ben, encore une chance. Il a encore une chance. on va essayer d'arrêter là-dessus parce qu'on dérive un Pardon. peu. Alors, on a Mais dérivé, mais en même temps, on a parlé d'un truc qui va avec, donc ça va. Oliver and Rose are out of town, to say the least. bah, Ouais. visiblement si, mais bon, c'est pas affiché sur la description, donc On savait pas on non fait plus. avec, hein. Mais quoi qu'il Par contre, en soit, je regrette pas de découvrir à vos côtés ce match. moi non plus. Putain, 82, ça date. Hein. Oui, ça date un peu. C'était il y a 43 ans. Non. Mon frère, oui. Mon frère, oui, mais pas moi. Et mon frère, justement, il est de 82. Donc. Même pas. Et on n'était même pas encore pour certains. Inexistant. On n'était même pas une idée. On n'était même pas encore dans l'idée d'arriver. Tu vois, même pas encore de projet. Et je pense que c'est une victoire de William Regal, enfin de Steve Regal, excuse-moi. Ah tiens non, c'est une victoire de Doink the Clown. Ça me rappelle une promo de Big Show contre Brodus Clay. Il a dit alors là je suis fan de toi mon gars. C'est d'habitude j'humilie mes adversaires pour qu'ils passent pour des cons. Mais toi, t'es la première personne qui t'humilie toi-même dans cette tenue et en dansant avant même que je t'humilie. Et que je te fasse passer pour un con. Oh putain, c'est le père de The Rock, ça. Ah ouais, c'est Rocky Johnson. Bon, qu'est-ce que je disais? Et là, il a fait. Tu t'as vraiment l'air d'un clown dans ce que tu fais. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Deviens le nouveau Doink. Donc, ça fera un sacré renouvellement au sein de la WWE. Par contre, j'ai la mauvaise nouvelle que, contrairement à toi, Doink, il avait du talent. Boum. Oh putain. Ah, il l'a taclé jusqu'au bout, wesh. Ah bah il l'a enterré ce jour-là et il lui a foutu un des meilleurs KO punch de tous les temps. Putain la vache. Bon, c'était le dernier match qu'on a à vous proposer. J'espère que cette compile vous a plu. Mais je pense que Lionel a encore pas mal de choses à dire parce que c'est lui qui était chargé de regarder les documentaires sur le très regretté Matt Bourne. Je lui laisse l'honneur. Bah alors, comme dit, j'en ai déjà parlé. Présenter un peu toute son histoire. Répète-toi, hein, ça vaut le coup de toute façon. Ouais, non, mais comme dit, je vais résumer
C'est vraiment, comme dit, il y en a certains dans le vestiaire, comme Pritchard, alors je sais plus lequel, hein, mais Pritchard, un des Pritchard. Nick, Bruce, Tom. Tom, c'était Tom du coup. Qui disait que quand il le voyait dans les coulisses, il avait vraiment l'impression de voir Krusty le clown des Simpsons. C'est vraiment le truc. Il était à une clope, il était en train de sniffer un truc ou n'importe quoi. Mais tu vois, c'est vraiment le carnage psychologique que c'était ce mec-là. C'est vraiment comment on dit ça, Trainwreck, enfin tu sais, enfin un accident, enfin c'est un accident à venir, le mec, tu vois, de base. Tu vois, je veux dire, complètement shooté, tout le bordel. Mais par contre, il disait rien aussi dans le sens où dans le ring, bah, on a tous vu ce que ça donnait. C'est-à-dire que tu as beau avoir des problèmes de drogue, d'alcool et tout le bordel, regarde comment il faisait vivre le match, comment il faisait vivre son personnage, comment il était le personnage en fait. Ce que disait sa fille d'ailleurs, c'est-à-dire que quand elle voyait son père sur le ring par les vidéos et tout ça, parce qu'elle était un peu jeune, quand elle voyait les vidéos et quand elle disait putain, c'est vraiment mon papa, c'est-à-dire tu sais, il a la tête d'un psychopathe, il a l'air dangereux, mais il est super, il est Divertissant. divertissant. Tu vois, il est super cool. En plus, qu'on le veuille ou non, comme je l'avais dit avant, la drogue, certes, ça l'a défoncé au niveau de sa Sa carrière et santé, tout le bord hein? de sa carrière, de sa santé, Yes, de sa vie mais personnelle. par contre, comme dit, il y avait vraiment le côté, faut que je bannisse un mec. Le truc, c'est que même drogué jusqu'au bout, il pensait à ses gosses. Alors, il y en a 4, mais au niveau interview, il y en a vraiment qu'une que j'ai entendue parce que les autres, soit ils voulaient pas parler, soit je les ai pas trouvés. Mais comme dit, sa fille, elle disait toujours, enfin, sa fille et la mère de cette fille-là, elle précisait toujours que même la drogue ne l'empêchait pas de penser à eux. Et même Mick Foley il avait dit même, je l'avais déchiré complètement, mais il pensait toujours à sa famille, même dans les pires périodes. Et ça, c'est quelque chose d'assez bien, même si au final, bah, c'est pas l'attitude que tu as envie d'avoir d'un père. C'est-à-dire, tu as pas envie d'avoir un père qui est tout le temps en train de se droguer, de picoler, des conneries comme ça. Mais voilà. Et d'ailleurs, il fait aussi partie de ces rares personnes qui, même torchées à fond et compagnie, sa femme, ex-femme du coup, elle était partie avec les gosses. Elle voulait partir. Et elle avait peur de lui pour des raisons évidentes bah, ça peut rendre violent la drogue et tout ça. Et elle s'est Il dit, était maintenant, violent apparemment. et, et elle lui avait dit, je me casse. Et elle a pris les 2 gamins, elle s'est tournée, elle lui a tourné le dos, tu vois. Et en fait, dans l'interview qu'elle a donnée, elle avait dit, à ce moment-là, je me suis dit, soit j'arrive à sortir, soit je suis morte parce qu'on, tu sais, à cause de, bah, t'es devant un mec drogué. Et Il n'est pas sans rappeler Dynamite Kid ou bien Chris c'est ça. Benoit. Et, elle a entendu Matt juste lui dire, tu fais bien de te barrer. Enfin, mais pas dans le sens méchant, dans le sens, fais-le. Parce que effectivement, faut pas rester avec moi en fait. Dans ce sens-là, c'était pas tu fais bien de te barrer parce que je vais te buter ou quelque chose. Il n'y avait pas ce truc-là. C'était vraiment, oui, tu prends la bonne décision et je l'accepte complètement, tu vois. Il avait accepté le fait que il était dangereux pour sa famille et il aimait trop sa famille pour prendre le risque même d'être avec eux en fait. C'est aussi pour ça qu'il restait parfois une semaine ou quelque chose ailleurs, on ne sait pas où. C'est parce qu'il savait que la drogue, c'est pas bien, il le savait, mais le problème quand tu es addict, c'est que bah, tu peux pas t'arrêter. Et du coup, il protégeait sa famille en faisant en sorte de pas être là pendant qu'il était à son pire moment. C'est-à-dire quand il a pris la drogue et quelques jours plus tard, quand ça commence à se calmer, il rentre. Tu vois, il avait quand même cette retenue de protéger sa famille en priorité. Tu vois, c'est quelque chose qui est plutôt cool. Ensuite, au niveau de sa carrière, comme dit, il avait beaucoup regretté le fait de s'être fait virer par la WWF à cause de la drogue et de ses bastons dans les vestiaires et dans les bars et tout le bordel, enfin, de sa vie. Et ça l'a rendu encore plus addict, encore plus dangereux. C'est-à-dire, pour ça aussi qu'il a perdu sa famille, hein, et tout ça. Comme dit, on avait regardé un des matchs qu'il a fait, enfin, une partie du match parce que c'était un highlight plus qu'autre chose, mais j'ai pas trouvé le match entier, désolé. À la ECW où il avait montré justement ce qu'on disait comme Cody quand il était pas broken, comment ça s'appelle? Enfin, quand il pensait être moche et qu'il mettait des sacs de papier sur tout le monde, Ah, sauf que lui, il utilisait Undashing. son on-dashing, voilà. Lui, il utilisait justement sa cagoule avec les cheveux verts pour dire voilà, maintenant c'est toi le clown, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait quoi? Tu sais, je veux dire, et tout ça.
tu vraiment, un mec innovant dans beaucoup de domaines. Il avait, sa façon de vendre qui a été reprise par la suite par beaucoup de personnes pour des raisons évidentes de, bah, c'est bien foutu. Tu avais bah, justement lui qui a servi, un peu de base pour The Fiend. Il servi un peu aussi techniquement peut-être, hein, c'est pas une certitude, mais justement pour le undashing, peut-être que c'était aussi quelque chose qui l'a, Ça, qui a je ne inspiré sais Cody pas, Rhodes. on ne sait pas, mais ça nous étonnerait même pas. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire ça on le sait pas, mais ça serait pas étonnant parce que Cody Rhodes, il aime bien regarder le passé, il aime bien justement, apprendre de tout le monde. C'est-à-dire qu'il regarde des trucs dans le passé pour en faire quelque chose avec l'avenir et justement peut-être qu'il avait vu ce passage à la WCW où le mec, il avait décidé de montrer aux gens ce que ça fait d'être lui et du coup, il a peut-être utilisé ça, on sait pas, mais pourquoi pas? Hem Il avait aussi, comme dit, c'était un très bon catcheur, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y en a plein, ils se rappellent de Doink, ouais, vous avez pas vu le bon Doink et regarde les matchs qu'on a regardés là maintenant avec, Mister Perfect, avec Tito Santana, non pas Tito Santana, Santana, Steven si c'est Santana. Regal. Oui, voilà, quand on regarde les matchs, il y en a aucun qui était mauvais. C'est Enfin, pas les meilleurs matchs du monde. je sais pas, on va peut-être demander l'avis à notre Narvalo Ouais, préféré. mais comme dit, je finis juste et après on demande l'avis. C'est On n'est pas sur des trucs spectaculaires qui resteront dans l'histoire de chez Histoire, tu vois? Mais il y en a aucun acheté. C'est-à-dire, il y en avait aucun qui était en mode: «Ah celui-là il est trop dégueulasse, on peut pas le montrer» ou des conneries comme ça. Non, on avait que des matchs qui, bah, qui étaient bien racontés, qui avaient quelque chose et putain, dans certains cas, même une démonstration technique, quoi. Donc voilà. Donc bon, malheureusement, comme dit, mort en 2014, c'est ça? Ouais, bah, c'est un réflexe, hein, je vois la pub, je vire. Donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui et comme dit en 2014 malheureusement mort, alors sa fille et son ex-femme, heu, ont accusé de la petite amie de l'époque, de Matt Borne de l'avoir tué parce que soi-disant, il était pas bien, tu sais, le soir, elle quand même allait se coucher plutôt que d'appeler les urgences à ce moment-là. Elle les aura rappelés le matin, mais c'était déjà trop tard et ainsi de suite. L'histoire, on la connaîtra jamais. Nous, en tout cas. Mais les enquêteurs peut-être, mais nous, non. Et du coup, bah, malheureusement, on a perdu en 2014, un Un mec génie. créatif, un Un génie génie créatif. créatif qui non pas par, qui non pas par forcément sa technique, mais par sa création et par sa personnalité est devenu une archive à lui tout seul. C'est ça. Et c'est la première ou c'est la deuxième qu'on fait sur quelqu'un de précis? Non, enfin, si tu comptes celle de New Jack qui est considérée comme crap, un peu, Ça fait ça 2. fait la deuxième. Ouais. Mais Bon, voilà, alors, on voulait absolument montrer, une autre facette d'un personnage qu'on critique souvent en mode: «C'est qu'un clown». en tout Bon, cas, ouais, en tout cas, enfin, c'est un nouveau format des archives, hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous arrivez jusqu'à là. oui. Non, non, je pense qu'on va reprendre, on va dire, les vieux modèles un petit moment, mais ce sera Mais pas de la temps en dernière temps, fois qu'on fait ce genre de format. yes. On vous le Du coup, promet. maintenant, tu en as pensé quoi, Dylan? En fait, le truc, c'est que la photo que j'ai envoyée là, c'est la bannière que j'avais à l'époque sur, Facebook parce que en fait, les 2 qui sont sur la bannière, c'est mes sources d'inspiration pour ce que je fais dans le catch. Donc Doink et Gorgeous George. C'est juste que je trouvais ça fun que, tu sais, ça quelqu'un qui m'avait fait la bannière, tu sais, parce que quelqu'un avait dit, tu sais, on si vous avez raison pour, enfin, tu sais, il fallait faire comment ça s'appelle? Un pronostic sur un show de catch et comme j'avais tout juste, ben, j'ai reçu ça en cadeau, tu sais, il m'a dit: «Tu veux qui comme catcheur dessus? Tu veux que je fasse quoi?» et j'ai dit: «Bah, écoute, tu mets ces 2 là et tu fais ce que tu veux». Il m'a donné ça et j'ai fait et du coup, ça, c'est mes 2 sources d'inspiration pour le catch, en fait. Mes 2 sources principales, il y en a d'autres, mais c'est les principaux. Aussi étonnant que ça puisse paraître. 3 fois, on avait fait une compile exceptionnelle parce que j'avais trouvé un match de, comment que ça s'appelle, de Dynamite Kid contre Marc Rocco. Ah oui, c'est vrai, on a fait la trilogie des combats.